C'est une des premières causes du stress. Et il y a un surmenage aussi émotionnel par rapport aux situations qu'on vit tous les jours. Les examens, on arrive pour les apprentis et puis les étudiants dans des périodes d'examen qui sont des grosses périodes pour, vulgairement parlant, péter un câble. Et le travail, et pour en parler des heures, des causes qui peuvent créer un stress ou un problème émotionnel chez chacun. Maintenant, au niveau physiologique, le stress, il va vous faire quoi? C'est une réaction d'alarme. On a plusieurs parties dans le cerveau, dont un qui s'appelle l'instinct de préservation. Et cet instinct de préservation, il va réagir. Donc il va libérer des hormones, dont je vous passerai des noms très sympathiques, qui va justement provoquer plusieurs choses. Tachycardie, c'est-à-dire que vous avez le cœur qui tape, à plus savoir qu'en faire, et une hyperventilation. Respirer. Voilà. C'est la base du stress. C'est les premiers facteurs, les premiers sentiments que vous allez avoir quand vous faites une crise d'énervement, de stress. Mais, heureusement... Excusez-moi, oui. je n'ai pas compris hyperventilation, c'est... Vous avez... voilà. Vous avez de la peine à respirer. Okay. Voilà. Il y a un stress qui est positif. Oui, le stress peut être positif. On appelle ça le stress ou le bon stress. C'est la même chose, c'est aussi une réaction émotionnelle forte, mais au lieu d'être négative, c'est une impression positive. On a un exemple, peut-être. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, quand vous êtes follement amoureux, follement épris d'une personne, vous avez de la peine à respirer parce que est-ce qu'elle va être aussi amoureuse ou amoureux de moi? Est-ce que vous avez des papillons dans le ventre? Vous sentez le cœur qui bat un peu plus vite? Ça, pour l'organisme, c'est un stress. Mais c'est un stress positif. C'est un phénomène de bien-être et de satisfaction. On se sent bien. Même si on est sur haute tension ou en état de nuage, on se sent bien. On est dans une situation agréable. C'est le seul bon côté du stress. Après, ça se gâte. On a ce qu'on appelle le distress, qui provient de l'anglais distress, qui est le mauvais stress. On pourrait comparer ça comme si on était perdu au milieu de nulle part, en détresse, on appellerait au secours, mais qu'il n'y a personne qui nous écoute. Ça a une action à long terme, dans le sens qu'on ne se rend pas nécessairement compte tout de suite qu'on est stressé. Si vous êtes, par exemple, vous travaillez dans un bureau, vous avez des piles qui augmentent. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la pile est plus haute que vous, et puis là, vous pouvez piquer un stress. Alors ça, c'est vraiment la pointe fatale, parce que là, c'est juste avant le burn-out. Voilà. C'est vraiment la grosse crise de stress, et qui va rester très longtemps. Parce que tant que vous voyez cette pile qui ne descend pas, il y a toujours le stress qui est là, il faut que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. C'est un grand problème aussi de tolérance propre à la personne. Et puis bien évidemment, ça a un effet négatif sur l'organisme. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Professionnellement, quand vous êtes en phase de stress, même si vous avez votre chef qui vient à côté de vous dire « Écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça ?» À la rigueur, vous allez l'envoyer bouler. Parce que, écoute, j'ai ma pile que je dois descendre, puis tu veux encore me rajouter une pile supplémentaire. Non, là, dégage, fous-moi le camp, je ne veux plus te voir. C'est fini, je ne peux plus. Maintenant, vous avez le chef qui va venir d'une autre manière. Oui, tu n'as toujours pas fini ta pile. Non,
de dossier. Tu n'es pas capable de le faire, tu n'arrives pas. Même si ce n'est pas vrai, même si vous êtes persuadé que vous arrivez à le faire, mais ça va vous prendre plus de temps, vous allez y arriver. Mais d'avoir continuellement quelqu'un qui vous répète derrière, tu ne vas pas y arriver, ça va être dur, ça va être compliqué, tu sais, ce n'est pas possible de le faire pour toi, ben vous perdez votre confiance. Donc quand on a un manque de confiance en soi, c'est aussi un facteur qui fait qu'on se stresse. Ça, c'est sur le côté professionnel. Maintenant, votre organisme, il va aussi morfler. Physiologiquement, on a ce qu'on appelle très sympathiquement un stress oxydatif. Donc, vu que ça oxyde, ça détériore ou ça détruit. Ce stress oxydatif provient justement de ce distress, parce que le corps n'arrive plus à gérer correctement tout le métabolisme. On arrive à un syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique, il est souvent, le premier symptôme qu'on voit quand on fait des contrôles chez le médecin, c'est le cholestérol. Vous avez un cholestérol dû au stress. Ça, c'est pas sympa. C'est le cholestérol que vous allez produire vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon ou un mauvais cholestérol, c'est un mauvais, très mauvais dû au stress. Presque ça, c'est un qui va être difficile à éliminer, sauf si on élimine le vecteur de stress. Ce qui n'est pas toujours facile. Bien d'accord. Parce qu'il faut éliminer le patron. Enfin, ça peut être un peu tendu. Ça va créer aussi des défaillances au niveau du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est lui qui va nous empêcher d'attraper un rhume, d'attraper la grippe, d'attraper divers virus ou bactéries. Quand il ne fonctionne plus, vous êtes dans une phase où vous allez très régulièrement souffrir d'un petit rhume, une petite toux, quelque chose qui traîne, le moindre virus, la moindre bactérie qui traîne, le risque c'est que vous l'attrapiez. Ça, c'est le stress oxydatif. Puis vous en avez encore un, encore plus sympa, n'est-ce pas, qui est le stress nitrosan. Pour résumer, c'est du stress oxydatif puissance 2. Donc ça fait encore plus de dégâts sur l'organisme. On commence maintenant un petit peu à en parler du stress nitrosan. Au lieu d'avoir que de l'oxygène qui réduit à néant certains efforts, on a en plus de l'azote qui se rajoute, qui font encore plus de dégâts organiquement. Mais là, on en est au début des recherches. Il ne faut pas m'étaler là-dessus non plus. Ce n'est pas le but. Le burn-out, c'est une surcharge psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus, mais organiquement, pas que psychologiquement, organiquement, vous ne pouvez plus. On revient avec notre ami le stress, où vous avez toujours le patron qui vient derrière vous répéter, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu avances, il faut faire, allez, dépêche-toi, je dois avoir ça pour demain. Ça, c'est un stress constant. La surcharge professionnelle, ça s'accompagne généralement du stress. Généralement. Et le troisième point, enfin un des points, c'est la compétitivité. Mon voisin, il a réussi à descendre sa pile de 30 cm plus vite que moi. Donc moi, je vais la descendre de 40 pour pouvoir le concurrencer. C'est une base, c'est le ciment de base du burn-out. C'est vraiment quelque chose qui va venir insidieusement. C'est quelque chose qui va mettre du temps à arriver. Mais une fois que c'est là, c'est très très difficile de revenir en arrière. Pourquoi? Ça va dépendre de la personne. Une personne qui a un caractère solide, bien trempé, elle va mettre des mois ou des années à arriver en stade de burn-out. Et si vous avez une personne qui est un petit peu plus faible, ce n'est pas une faiblesse d'esprit ou quoi que ce soit, mais qui a un petit peu moins de résistance au stress ou bien aux diatribes des personnes, elle va casser plus rapidement.
heureusement pour elle, je dirais. Plus on arrive à détecter tôt un burn-out, plus vite on arrivera à s'en sortir. Grosso modo, on pourrait comparer le corps à un tableau électrique. Quand vous surchargez électriquement un tableau électrique, qu'est-ce qui se passe? Il pète. Il pète, hein? C'est ça, hein? Vous avez les plombs qui sautent. Donc, vu que ces plombs sautent, ben, l'organisme il fait la même chose. Il dit là, il faut qu'on me calme, il faut qu'on me foute la paix, on fait sauter les plombs. D'où l'expression péter un plomb. Bien. Donc, c'est vrai que là, le corps stoppe toute activité. C'est-à-dire quoi? Je suis bien. C'est-à-dire que c'est pas. Vous allez continuer à respirer, votre corps va continuer à battre, hein, ça c'est bon, quand même. Par contre, vous n'aurez plus la force de faire quoi que ce soit. Se lever le matin, aller travailler avec des tortures, manger, faut bien parce que faut vivre, manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais j'ai pas envie. Je veux pas, j'ai pas la force. C'est vraiment un état d'épuisement avancé. But in that same, that organism, Et ben, one on top, where you are not, you can make anything. Ah. You have not more. So you can't breathe? Yes. Ah. Donc, on arrive à cet épuisement où si on reste dans les deux premiers stades, c'est-à-dire l'épuisement et le manque d'envie, il y a un manque d'intérêt pour faire quoi que ce soit, c'est encore récupérable. On peut encore faire quelque chose. Par contre, si on arrive, ce qui est dans à peu près le cas dans, si je ne dis pas de bêtises, 15 à 18% des personnes atteintes de burn-out qui tombent en dépression. Et c'est une dépression qui est abrupte. C'est-à-dire que ça va bien, ça va bien, ça va plus du tout, mais au fond. On ne peut plus rien faire. Alors, la dépression en elle-même n'est déjà pas très sympathique comme pathologie, parce qu'on met du temps à s'en sortir, mais une dépression qui provient d'un burn-out, elle est encore plus corsée. Parce qu'on a toujours une petite voix très sympathique dans le subconscient qui nous dit « Dès que tu vas mieux, tu vas retourner bosser ». Si le burn-out provient d'un problème professionnel, ça fait retour en arrière. C'est-à-dire vous avancez de 3 pas pour reculer de 2. Ça va mettre du temps. On y arrive, hein. Faut pas s'inquiéter, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. So on est mort ici, on peut pas... Pas jusque-là. Hein? On n'est pas mort, mais on est vraiment très fatigué. Anéanti. Voilà, c'est bon. On est fatigué de tout. Le voisin nous fatigue, le chat qui vient se frotter entre vos jambes nous fatigue, le chien qu'il faut sortir, c'est le summum. Donc on est dans un état vraiment où on ne peut plus. Vous arrivez, c'est certainement arrivé à tout le monde, d'avoir arrivé à un moment de fatigue. Ouais, là je ne peux plus, je m'asseye, il faut que je reste tranquille. Là vous êtes dans un état constant comme ça. Et là vous ne pouvez plus, là. Il n'y a plus de possibilité pour vous, selon vous. Maintenant, pour éviter ce genre de choses, il y a 3 temps qu'on peut définir. Un premier temps, c'est repérer les situations critiques. Donc c'est soit nous qui les repérons, soit c'est notre entourage. Tu sais, quand même, ton chef il est un peu dur avec toi. Il faut que tu restes un peu plus calme. Fais à ton rythme. Définir les personnes vectrices du stress vont ensemble. Donc si on arrive à repérer la personne, par exemple si vous savez que vous avez la belle-mère qui vient à la maison, puis que rien que d'y penser qu'elle vient à la maison, c'est la fin du monde. Alors je ne vous dis pas d'éliminer la belle-mère, mais éviter un maximum les contacts avec. Hein?
Le deuxième temps, ben, on essaie d'éliminer ces vecteurs. Alors ça, c'est un moyen très sympathique que vous trouvez sur Internet. C'est une très belle feuille A4. On vous explique comment faire pour éliminer son stress. Donc mettre la feuille sur une table en bois dur et taper la tête à plusieurs reprises. C'est quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Un petit peu violent, mais assez sympathique. Parce que moi, vous êtes sûr que quand vous êtes dans les vapes, il n'y a plus personne qui vous énerve. Et le troisième point, c'est trouver des exutoires. Alors c'est vrai que le hamac, sur une plage de sable blanc avec une mer turquoise, un beau palmier, un cocktail dans la main, c'est assez sympathique comme exutoire. J'avais un petit film à vous montrer, mais les comment dire, problèmes informatiques ont eu raison du film. Je sais juste voir si j'arrive à le faire démarrer, mais sans assurance. Comme disait l'autre, essayez pas peu. Bon, après. Alors vous pouvez aller voir si jamais sur Internet, ça s'appelle Bref, gestion du stress. C'est en fait un spécialiste de la gestion du stress qui est assez radical. Donc c'est moyen c'est côté exutoire du stress. Maintenant au niveau des solutions. Excusez-moi. Donc le sport, c'est vrai que c'est le premier exutoire. C'est quelque chose de sympa qu'on peut faire partout, un peu de choses près, mais doucement. Hein. Vous n'allez pas tout de suite courir le Tour de France à vélo, vous n'allez pas vous mesurer à Usain Bolt tout de suite, vous allez tranquille. Pourquoi? Parce que la compétition, ça génère un stress, donc on reprend le cycle à zéro. Alors, je ne dis pas que le sport professionnel c'est un sport de stress, c'est un milieu de stressés, mais pour les personnes qui ne font pas du sport à haut niveau, on évite de faire de la compète tout de suite. Respirer. C'est bête, hein? Mais respirer. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire passer des examens finaux à des apprentis. Qui a déjà passé un examen final? Tout le monde, je pense, hein? Certainement. On est comment quand on est devant l'expert ou les experts et qu'on doit dire tout ce qu'on sait? Respirer. À plusieurs reprises, j'ai eu arrêté les apprentis au milieu d'une diatribe parce qu'on voyait qu'il n'y avait plus de souffle, donc ils n'arrivaient plus. C'était avant juste que ça lâche soit les larmes, soit la voix. Et de les arrêter, mais 30 secondes, et de respirer lentement. Donc on inspire, on bloque, on expire, on bloque. Pendant inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, et rebloquer pendant 4 secondes. Le bloc. Ouais. 4 secondes. Ça permet en fait de calmer l'organisme. Prendre du recul. Alors si vous êtes au bord de la falaise, reculez du bon côté. Hein? Parce que c'est vrai que c'est toujours facile à dire, hein, ce genre de choses, on est bien d'accord. C'est des solutions qui, sur le papier, sur l'écran, sont très sympas, c'est super. Mais dans la réalité... Je n'ai pas compris sophrologie. Sophrologie, c'est les méthodes... comment on peut dire, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme le yoga, mais en fait Oui. c'est plus occidental. Voilà. It's similarly to yoga, but it's a little bit Chinese.
Non, continent. Continent. C'est I haven't understood still, but I don't. But it's like yoga, because Like for what? the respiration, for the time, bring time for make all. Also, psychologist. It's a big part. Okay. This one is really a smaller. C'est peut-être bien de se faire accompagner par un sophrologue. Oui. Comme c'est la sophrologie. Tout à fait, oui, oui, c'est mieux. On ne peut pas s'improviser comme ça. Non. Non, non, ça c'est impossible. Il y a des sophrologues de la région d'ailleurs, si jamais. Il y a des personnes qui viennent de la région, oui. Quand même. Non, non. La sophrologie, c'est quelques petits points vraiment de la sophrologie. Hein, parce que c'est quelque chose d'un peu plus. C'est un travail sur soi complet. Hein, aussi. Donc prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est, par rapport aux personnes qui peuvent être le vecteur. Hein. Garder un équilibre. Donc, ça, c'est propre à chaque personne. Oui, c'est clair que si c'est un équilibre suite à quelques verres, c'est un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que il faut, pour soi, c'est un équilibre propre à chaque personne. Hein. Il faut quelque chose pour vous garder en stabilité. Donc, certaines personnes, c'est des plaques de chocolat. Hein, ça peut être sympa. Chez d'autres, bah, c'est effectivement le sport, on peut retrouver aussi. Et avoir une attitude positive. Positive attitude, à 200%. Même si on vous engueule, gardez le sourire. Je vais me faire virer, tout va bien. Voilà, c'est un peu extrême. Mais ça permet d'énerver le patron par la même occasion. Aussi. Ça agace les autres, puis nous, ça nous soulage un peu quand même, derrière. Et ça marche. Je peux vous assurer. Expérience faite. Une autre chose aussi qui est sympathique, mais qui peut vite devenir extrême, c'est la ritualisation. C'est-à-dire de toujours faire les mêmes choses, répéter les mêmes choses, pour se calmer. J'ai mis en image la cérémonie du thé, hein, où on va faire certains mouvements, on va prendre un temps pour faire quelque chose, pour faire découvrir quelque chose. Donc, ça n'a qu'un but, c'est prendre son temps. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins à l'heure actuelle. On vit dans une société où il faut de la rentabilité, il faut vite faire les choses, et puis pour gagner de l'argent, pour le mettre à la banque, alors qu'il ne va rapporter plus rien. Autant prendre du temps pour soi, pour vivre bêtement. Donc c'est vrai que ça, c'est l'exemple type de la cérémonie du thé, où on va chauffer l'eau à une certaine température, on va préparer le thé d'une certaine manière, après on va faire travailler le thé plusieurs fois, puis après on va peut-être vous servir du thé, si tout va bien. Au bout de... À peu près, oui. C'est à peu près 3 heures en moyenne, effectivement. Après avoir tourné la tasse. Parce qu'il y a Oui, alors il faut tourner la tasse juste aussi. Hein. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de... Non, non. C'est effectivement une solution qui est très bien, la ritualisation, parce que ça nous permet de prendre un rythme, hein, de rythmer les choses. Par contre, les extrémistes de la ritualisation, c'est les personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Hein, parce qu'il faut que je tourne 3 fois là. Alors c'est pas sympa comme pathologie, ça je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est des rituels. Si la personne n'a pas appuyé 212 fois, mais 211 sur la poignée, elle doit recommencer. Alors c'est un rituel, c'est un petit peu extrême, mais ça permet de prendre du temps, hein, parce que vous appuyez 212 fois sur la poignée, je ne garantis pas que la poignée résiste. Hein. Mais c'est pour ça que la ritualisation c'est quelque chose de bien, mais il faut garder, savoir raison garder. Hein, maintenant on arrive... BUT, je n'ai pas compris. Vous aviez BUT, C'est le but. Le but. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Voilà, c'est ça en fait la réponse est là. Why? Voilà, the reason.
Bien. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis droguiste. Une grande partie de ma vie est avec les plantes. Donc je vais vous en parler un peu. On a des plantes assez sympathiques qui vont vous aider pour mieux gérer votre stress. Vous voulez savoir la plante secrétaire? On va les voir, ne vous inquiétez pas. Alors une plante assez sympathique, Rhodiola rosea, qui est l'orpin rose. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de publicité maintenant sur ça, avec certains produits que je ne citerai pas. Qui est une plante sympathique parce qu'elle pousse en Suisse. Voilà. Si vous allez vous promener dans le Valais, dans les hauteurs, dans quelques valles, on les trouve. Alors vous me direz pourquoi orpin rose alors que la fleur est jaune? C'est normal comme question. Pour deux raisons. On utilise la racine comme principe actif, enfin où il y a les principes actifs. Quand vous coupez la racine, il y a une odeur de rose qui s'en dégage. Hein, vraiment comme si vous aviez un rosier à côté de vous. Et quand elle s'oxyde légèrement, la racine devient rose. Enfin, une sorte de jaune rosace, un peu moche, mais ça ressemble à du rose. Voilà. D'où le nom d'orpin rose. C'est une plante qui est super pour les stressés de base, c'est-à-dire ceux qui se stressent pour rien aussi. Elle améliore les capacités d'adaptation, elle améliore aussi la résistance psychique et physique, et elle augmente la résistance au stress. C'est-à-dire, au lieu d'être stressé à moins 10 le matin, vous serez plus stressé qu'à 8 heures. Vous gagnez 10 minutes. C'est dans le sens où vous allez mieux tolérer le stress. C'est-à-dire vous allez mieux le gérer. C'est une plante qui va vraiment vous aider pour ça. Elle est assez sympathique, un peu chère malheureusement, mais sympathique quand même. Il ne peut pas avoir des qualités non plus. So do you smell them, these roses? When you found in Vallis, yes, you can smell that one, like a rose. Donc c'est vrai que c'est une plante que j'aime beaucoup conseiller aux personnes qui sont soit dans des situations de stress pendant un collapse de temps, ou qui sont déstressés de la vie. Ça va aussi dans les deux sens. Une autre plante un peu moins attitrée, un peu moins atypique, c'est l'angélique. C'est la photo du bas que vous regardez, je pense. C'est l'angélique archangélique, hein, par des archanges derrière, qui est en fait un fortifiant du système nerveux. C'est vrai qu'à la base, on l'utilise plutôt pour les troubles digestifs, mais là, elle a quand même un côté qui agit sur le système nerveux central et sur le système nerveux parasympathique. Ça va permettre de rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire de tout remettre à niveau. On parlait d'équilibre avant. C'est une plante qui va vraiment être là pour vous calmer, mais pas pour vous énerver, hein, je vous rassure. Il y en a d'autres plantes sympathiques comme le guarana, par exemple, qui est vraiment là pour apaiser, pour mettre le système nerveux un peu sur off, sans le débrancher complètement. Et c'est aussi une plante qu'on trouve en Suisse, hein. Si vous allez vous promener un peu en altitude, vous la trouvez. Faites attention quand vous la cassez, parce que le lait qui en ressort, hein, la laitance qui en sort, brûle un peu la peau, simplement. Là aussi on utilise les racines d'ailleurs, en herboristerie. Un petit peu moins régional, la racine de taïga, le ginseng russe, l'éleutérocoque aussi, hein, qui est un proche cousin du ginseng, qui lui est un fortifiant général. Mais il va fortifier autant l'organisme en tout que le système nerveux. Ça va permettre d'augmenter la capacité d'irritabilité nerveuse. Super comme terme, hein? Donc l'irritabilité nerveuse. Je viens vers vous avec un stylo. Clic, 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 clic pendant 1 heure. Donc, au bout de 5 minutes, de perdre patience et puis d'envoyer soit de casser le stylo, soit de taper la personne, ben vous allez mettre peut-être 15, 20, 30 minutes parce que c'est bon, je pense à autre chose, machin avec son clic qui m'énerve, là-bas, dégage. Mais
je prends sur moi. C'est aussi une plante qui est intéressante si vous avez été malade ou si vous avez eu un rhume ou autre, peu importe, pendant la convalescence, parce qu'elle permet de remonter, de rebooster le système immunitaire. Le côté stabilisant, hein, on reste toujours au niveau du système nerveux, et les troubles de la concentration. Parce que vous pensez constamment à votre pile, hein, je reviens à la pile qu'on avait avant. Donc ça vous empêche de vous concentrer en fait, sur le travail que vous devez faire. Donc ça permet de vous recentrer. Hein, c'est une plante pour se recentrer. Si vous avez remarqué, toutes les plantes que je vous ai montrées maintenant, c'est des plantes de racines. Donc c'est pour l'enracinement, c'est pour se poser hein, aussi. Hein, garder un peu les pieds sur terre. Maintenant on passe dans les hauteurs avec le griffonia. Simplicifolia, c'est assez sympathique, ça ressemble à des gros haricots. Alors ça c'est pas du tout en Suisse, hein, mais absolument pas. Qui va améliorer les fonctions du système nerveux, c'est-à-dire dans l'influx nerveux. Ça va le réguler. On va l'utiliser en cas d'épuisement, de manque de confiance en soi et en cas de dépression. Traduction, c'est la plante du burn-out. Elle a en fait une substance dedans qui va permettre de réguler la libération de sérotonine, qui est une hormone de l'organisme, qui est nécessaire pour un peu bien-être, on va dire, général. Pour résumer, on peut aussi passer du temps sur la sérotonine. Elle deviendrait très très barbant aussi. Mais c'est vrai que c'est une plante qui est intéressante, qui est comparativement au millepertuis qu'on utilise pour les personnes qui souffrent de dépression, beaucoup plus efficace. Et il n'y a quasiment aucun effet secondaire. Par rapport au millepertuis, il faut faire attention suivant ce que vous prenez comme médication. La fleur de la passion, hein, Passiflore, Passiflora incarnata, une plante incarnée, qui va pour tout ce qui est vraiment les troubles découlant d'un stress ou d'un burn-out, tout ce qui est troubles nerveux, troubles du sommeil, dépression. C'est vraiment la plante de base pour se calmer, s'apaiser. Si vous regardez, si vous observez la fleur, c'est une fleur qui est absolument magnifique, qui est très travaillée. Hein. La nature a bien fait son boulot. C'est ces fleurs? Oui. En Suisse? Non, non. Quel pays? Passiflore, vous la trouvez dans les pays méditerranéens. Oui. Voilà, principalement. Mais dès qu'il fait chaud, elle pousse sans problème. C'est pour ça qu'en Suisse, c'est pas tellement les saisons qui lui plaisent chez nous. On a des comment on appelle, des cultivars, c'est-à-dire qui sont des plantes issues de la passiflore, mais qui sont créées, en fait, fabriquées pour résister au climat suisse. Mais alors, d'un point de vue médicinal, c'est joli, c'est tout. C'est déjà pas mal. Vous pouvez de thé à vous... Voilà, alors on peut effectivement la trouver en thé, on peut la trouver en capsule, on peut la trouver en gouttes, vraiment sous toute forme, et sur toutes les formes, elle a cet effet-là, de calmer, vraiment, d'apaiser. Ça fait des miracles pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir, si jamais. Une petite dernière, le poivre enivrant, Piper metisticum, le poivre mystique, Cava cava, qui est malheureusement, on trouve quasiment plus que sous certaines formes homéopathiques et en spagyrie, parce que comment est-ce qu'on peut dire ça? Nos autorités réfléchissantes à Berne ont trouvé que c'était une plante trop dangereuse pour les sociétés pharmaceutiques, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle remplace assez sympathiquement tous les antidépresseurs, et malheureusement, ils lui ont trouvé un tas d'effets secondaires et retiré en grande partie du marché. Comme par hasard. Poivre noir? Non, poivre enivrant, c'est Piper metisticum, Cava cava. Cava cava. Noir. Non, pas vraiment, il est un peu... They are round. It is round. No, it's not really the root. We take the root from this one. So this is a big, like a wooden salad?
Yeah, one is a pepper. Is it a No, pepper? it's not a paper. Pepper. It's not a paper, it's a name. Ah, Same. Paper. It's, Sorry? The similar name, but it's not. it's not a paper like white or the black paper. It's not the same. It's a name. It's the same family. okay. Et ça, c'est entre autres, il y a encore une autre plante qui est la fève de Saint-Ignace, qui est la plante des angoissés. Hein? Je dois me lever le matin pour aller au boulot, je dois aller souper avec ma belle-mère ce soir, je dois garder les enfants de ma soeur. Je ne sais pas si ça va bien aller, comment est-ce que je fais machin. Donc, c'est assez bien. Ça fonctionne vraiment, une bonne chose, c'est tranquillisant, c'est apaisant. C'est un anxiolytique, hein, donc c'est vraiment pour faire partir l'anxiété. C'est quelque chose qui est vraiment passablement efficace dans les traitements de ce type de pathologie. Donc il est aussi un appui dans le cadre du stress. Au cas où si vous angoissez. Bien. Je vais bientôt vous laisser rentrer à la maison, quand même. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est stressé ou à la limite du burn-out? Analyser la situation, définir qu'est-ce qui est responsable de cette situation. N'attendez pas. Pour ceux qui connaissent Dalida ou Kinaketi encore plus avant, qui sont déjà tendrés, ben là pas. Allez-y, agissez tout de suite. Soit en éliminant les vecteurs stress, soit, si c'est possible, si c'est le patron, de changer de boulot. Il y a un film, c'est Comment tuer son boss, hein, qui est assez sympathique pour donner des exemples. Si jamais vous voulez éliminer votre patron ou votre chef. Et c'est vrai que c'est le vecteur, c'est ça, hein, c'est les vecteurs qu'il faut éliminer au mieux. Pour trouver une solution, voilà. Là, j'en ai cité que 3, mais il y en a encore plein. Hein. Comme je vous ai dit, on pourrait passer des heures et des heures à parler des possibilités pour se soigner de son stress. Donc on a le sport, la sophrologie, la ritualisation. Mais ne devenez pas des vecteurs de troubles obsessionnels compulsifs. Là, vous allez prendre du temps, mais pas dans le bon sens. Et comme je vous ai parlé de quelques plantes, vous avez des moyens naturels qui vous aident aussi avant de passer à des thérapies médicamenteuses un petit peu violentes, qui ne sont pas forcément nécessairement bien et nécessaires, le stress. Choisissez la bonne voie, la voie de la relaxation, du bien-être, de s'apaiser soi-même plutôt que de partir dans le stress, qui est vraiment tout négatif, à part le petit stress, le stress sympathique qu'on a vu au début, qui est juste là pour rebooster un petit peu, sur un court terme. Donc, choisissez la bonne voie. Voilà. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions non plus, je suis là. So what you're trying to say is this, that try to sort out your problem in a more natural way before you take the chemical route of the medicine. It's better when you take something natural, because you have the same effect, but you haven't inside effect. Yeah, that's right. Yeah, it's the first. But if you go to the doctor for anything, like I couldn't breathe properly 2 weeks ago, and I don't like medicine, and he still put me an injection that some cortisone or some, and I was not very pleased. They just want to. And many years ago, I went to Montaigne Hospital. So they kept me for a week for asthma attack. And they wanted to inject in my blood. I said no. So they said, then you can't stay. I said, thank you, I go. But I didn't have a problem after a long time. Yes, also it's good. I quite agree with your method of suggesting take the natural. It's the first. Yeah. It's really the problem. It's the medicine school in Switzerland. You have some small pharmaceutical firma like Novartis, Roche, Bayer, and the doctors are here. It's better for us. Yes. You like a cortisone infusion, so
For the naturally, I don't have some money. Because doctors just want to inject you, take things. He gave 5 medicines, I didn't take any. And I used the inhaler. And I didn't use it too much, but it was all right. But he wanted me to use 3 times, and I only used once. So, and then I went and told him, I said, I don't like the medicine, but he won't accept it so easily. It's the problem for the doctor yet. I agree with you. But no, it was good. That's what I said. I salute you for that. Yeah.